Et salut à tous, nouvelle vidéo autour des iPhone 14 Pro qui concentre l'essentiel des nouveautés d'Apple cette année. Alors évidemment je vous ai déjà fait des contenus sur la partie photo, vidéo très complet, allez les voir. Aujourd'hui vraiment je vais vous donner mon avis après une semaine complète d'utilisation. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'il y a assez de nouveautés pour changer? Je vais essayer d'être le plus objectif possible les amis. C'est parti. Bon on va pas trop revenir sur le design, il n'y a pas de changement depuis 2 ans, c'est toujours exactement les mêmes formes. On a quelques nouvelles couleurs, franchement ce violet je m'y suis bien fait, d'autant que regardez, quand vous le tournez là vous avez un aspect qui change un petit peu. J'aime bien aussi la version dorée, je la trouve assez épurée. Après, c'est sûr que Apple, voilà, ça reste toujours assez classique. Après, je trouve que l'iPhone est toujours très fragile. C'est vrai que là, par exemple, on les manipule beaucoup, on a vite les bords qui prennent les traces de doigts, qui se rayent, même l'écran se raye quand même assez facilement. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur avec un iPhone, il faut quasiment obligatoirement une coque. J'aimerais bien aussi qu'ils nous fassent un modèle peut-être un petit peu plus robuste, un iPhone Ultra, pourquoi pas. Et j'aimerais surtout un bouton pour prendre des photos. Ça, c'est vraiment un truc qui me manque le plus aujourd'hui. Pour prendre des photos, faut appuyer 2 fois sur l'écran, machin, faut le sélectionner son petit truc. Je trouve que c'est quand même un peu casse-pied. Donc voilà, si ça peut donner des idées à Apple pour ces prochaines années, moi je dis pas non. Alors il y a quand même un petit changement, c'est sur la face arrière, c'est le bloc photo qui est beaucoup plus gros que l'an dernier. Logique, on a des meilleurs capteurs, ils sont un peu plus gros, ils captent plus de lumière. Très bien. Le seul truc c'est qu'effectivement ça tremble un petit peu plus sur les tables, mais bon, qui utilise des iPhones sans coque aujourd'hui? Et la coque en général ça compense à peu près l'épaisseur ici du bloc photo. Il y a des gens qui me demandaient aussi est-ce que c'est la galère sur voilà tous les chargeurs MagSafe et tout. Moi franchement j'ai pas eu de soucis, pourtant j'en ai plein. Des fois il faut ajuster un petit peu avec le petit là, le Pro normal, mais globalement ça passe quasiment tout le temps, j'ai vraiment eu aucun problème. Alors justement vous le savez, ces iPhones sont fragiles mais aussi ils sont de plus en plus chers et il est donc important de bien les protéger sans dénaturer le produit. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des modèles de coques inédits conçus en France et distribués par la marque Shop System, une boutique basée à Lyon et qui est notre sponsor cette semaine. Avec plus de 14 ans d'expérience, leurs coques ont la particularité d'être extrêmement fines afin de protéger l'iPhone sans dénaturer son design. Le fabricant mise aussi sur la qualité des finitions avec des ajustements et des perforations extrêmement précis afin de conserver toutes les fonctions des différents capteurs. Le modèle original par exemple se présente comme une seconde peau qui va protéger l'iPhone des rayures et de l'usure avec seulement 0,33 mm d'épaisseur, vous vous rendez compte, en faisant l'une des coques les plus fines du monde. Alors ici on a une texture très agréable en main qui est un peu mat sablé, il y a plusieurs coloris aussi qui sont disponibles. Moi ma version préférée c'est la version fantôme puisque celle-ci elle est complètement transparente. Vous avez aussi bien sûr des protections d'écran en verre trempé, 2,5D et 3D, ainsi qu'une coque qui s'appelle Invisible qui est en silicone, ou encore un modèle anti-choc Dana qui sont aussi extrêmement fines. Alors tous les liens pour acheter ces produits sont sous la vidéo et en plus comme on est sympa on vous a mis un petit code promo, 10% sur votre première commande avec le code MacForever qui s'affiche juste ici. Bref, ne tardez pas. Alors la nouveauté la plus visible, puisqu'on n'est pas habitué à avoir l'écran toujours allumé, c'est cet écran donc qui est capable de passer à 1 Hz, un seul affichage par seconde, et qui va quand même se mettre à jour. Vous allez avoir l'heure, la météo, voilà vos petits widgets, même les notifications, donc c'est plutôt agréable. En fait vous le posez sur un bureau, sur un dock, il va rester allumé, donc vous n'êtes pas obligé de réveiller l'iPhone, donc ça économise un petit peu de la batterie, et puis surtout ça vous évite d'appuyer dessus, donc moi je trouve que c'est quand même pas mal dans l'idée. Alors un usage qui est assez intéressant c'est le mode table de nuit, puisque finalement il peut remplacer votre réveil, il affiche l'heure en permanence, donc ça c'est plutôt cool, vous mettez sur votre petit dock. Sauf que le problème c'est qu'on peut rien personnaliser, on peut pas dire tiens je veux avoir que l'heure, parce que là je trouve que ça éclaire quand même pas mal la pièce, c'est encore assez lumineux malgré tout, malgré l'écran OLED, mais ça pourrait être une idée d'une mise à jour logicielle qui pourrait arriver, ça pourrait être pas mal, mais c'est vrai que le manque de personnalisation c'est quelque chose qui est un peu dommage, et puis on peut pas lui dire non plus éteins-toi par exemple la nuit et puis reste allumé le jour. Du coup moi des fois je l'éteins la nuit, mais il faut le faire manuellement, donc c'est un petit peu casse-pied quoi. Alors une autre nouveauté assez cool au niveau de l'écran, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, c'est que sa luminosité augmente, on passe de 1200 à 1600 nits quand vous regardez des contenus HDR et de 1000 à 2000 nits en crête, ça c'est dehors, et ça je vous garantis que la différence est assez énorme, ça vous change la vie quand vous filmez avec l'iPhone, nous c'est beaucoup notre cas. Alors le seul truc c'est que l'iPhone 13 Pro Max que j'utilisais quasiment dans toutes les vidéos, vous avez vu qu'il baissait sa luminosité très vite dès qu'il faisait chaud, mais là on n'a pas eu vraiment de grosses canicules, donc oui le téléphone chauffe toujours, mais je saurais pas vous dire encore si vraiment on a ces gros problèmes que j'avais pu avoir avec le 13 Pro. En tout cas moi c'était un des gros défauts de ces iPhones récents, c'est que je trouve que l'écran il baissait très vite à l'extérieur. Alors par contre il y a 2-3 trucs qui m'ont quand même cassé les pieds. Déjà regardez, pour le réveiller il faut donner une petite tape sur l'écran. En fait c'est indispensable parce que par exemple par défaut il n'y a pas la lampe torche ni l'appareil photo, donc il faut donner au moins 2 tapes pour déclencher par exemple l'appareil photo. Un autre truc casse-pied, vous voyez vos notifs ou vos widgets et tout, en fait si vous essayez de les faire défiler ou de cliquer dessus, ça va pas marcher comme ça, il faut encore le réveiller un petit coup. Et ça je trouve, bon forcément c'est logique, Apple désactive je pense le multipoint pour économiser de l'énergie quand il est en veille, mais on n'est pas habitué à avoir un iPhone comme ça avec l'écran allumé mais sur lequel on peut pas vraiment interagir directement, donc voilà, à l'usage là au bout d'une semaine ça me casse toujours les pieds. Alors la grosse crainte de cet écran allumé c'était pour l'auto
d'autonomie, mais en réalité regardez, l'écran il est quand même extrêmement foncé, donc vous le voyez quasiment pas, il pompe pas tant que ça. En plus il se rafraîchit quand même pas souvent, et surtout il y a plein de scénarios où il est éteint, c'est-à-dire que dès que vous le mettez dans une poche, dans un manteau, dès qu'il est retourné aussi contre la table, il va s'éteindre automatiquement, même si vous changez de pièce avec votre Apple Watch au poignet, du coup il va s'éteindre comme vous êtes plus dans la même pièce. En fait le seul scénario c'est de le laisser sur une table, mais souvent, regardez là j'ai un petit chargeur par exemple sans fil sur la table, ou alors il est souvent sur un dock MagSafe, donc il est en train de charger. Donc voilà, en fait l'impact à l'usage est assez minime, et même regardez, je vous ai fait une courbe où je l'ai laissé allumer sur une table vraiment sans rien faire pendant toute une nuit. Vous voyez que ça pompe pas tant que ça, et l'iPhone était allumé, donc il continuait de tourner, de recevoir ses notifs et tout. Donc vraiment je trouve que l'impact est assez minime. Après c'est sûr que le Pro Max, moi regardez, j'arrive à 50% à 18h, que j'ai la fonction ou pas activée, hein, ça change quasiment rien dans mon usage en tout cas. June lui qui avait le Pro normal, il m'a dit moi si je le charge pas un peu à midi, je suis pas sûr de terminer la journée, hein. Il arrivait souvent autour de 50% s'il utilisait bien le matin. Donc c'est un petit peu en fonction de vos usages qu'il va falloir ajuster effectivement ces différents réglages. Bon, on va parler de la Dynamic Island, hein. Il y a eu beaucoup de hype, ça bougeait dans tous les sens pendant la keynote, les gens trouvaient ça super de se dire voilà, on prend l'encoche, on la descend un petit peu, on met des interfaces dessus et on essaye en fait d'utiliser cet espace qui n'était pas utilisé jusque là. Il y a quand même les capteurs, il y a toujours une partie noire d'ailleurs qui est coupée en deux, on le voit pas forcément parce qu'Apple met du noir un peu partout, mais au milieu on peut mettre encore des petits indicateurs, par exemple quand vous êtes en train de filmer ça va s'allumer en vert. Donc moi j'aime bien deux choses, j'aime bien déjà le fait d'avoir du multitâche, ça c'est quand même assez cool, vous pouvez mettre jusqu'à 3 applications en tout, 2 dans la Dynamic Island puis une autre appli que vous êtes en train d'utiliser, donc ça c'est assez sympa. Par exemple vous êtes en train de jouer, vous allez recevoir un appel, vous pouvez couper l'appel directement sans quitter le jeu, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité supplémentaire, donc ça apporte quelque chose. Et puis je trouve qu'il y a un petit côté ludique, par exemple regardez la musique ici, vous faites un petit appui long comme ça, vous pouvez l'arrêter sans forcément rentrer dans l'application musique, c'est pas forcément beaucoup plus rapide, mais voilà, on a envie de jouer un petit peu avec, et ça c'est vrai que c'est un petit coup de génie quand même. Alors je pense que les développeurs peuvent être assez créatifs, puisque regardez ici, là par exemple il y a un jeu qui a été développé voilà, pour tirer parti de cet endroit qui est pas vraiment exploitable, donc je trouve ça assez rigolo. Peut-être qu'on pourrait imaginer des boutons dans les applications cerclées comme ça qui pourraient être utilisables, mais bon, à voir si Apple laisse un peu de liberté. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être tellement le cas. J'ai quand même vu des points négatifs. Déjà moi je reviens souvent vers le haut, vous savez, sur les pages web en appuyant tout en haut de l'écran, et là c'est vrai qu'une fois sur deux je déclenche l'île dynamique, donc je me dis bon c'est un petit peu casse-pied. Alors j'ai pas encore trouvé vraiment l'endroit idéal pour c'est un peu au-dessus un peu en dessous, mais ça j'ai trouvé ça assez pénible. C'est aussi pénible en vidéo, je trouve qu'on ignorait mieux une encoche qui était complètement voilà, d'un côté de l'écran, que là l'écran qui fait le tour. Enfin il faut se mettre en plein écran, en 16:9 vous n'êtes pas forcément gêné, mais si vous mettez en plein écran, vous voyez, moi je trouve que ça se voit quand même pas mal. Et puis quand on baisse l'écran aussi, vous savez, on fait de la petite manipulation là pour abaisser l'écran, pour l'utiliser à une main, l'île dynamique elle baisse pas, donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis tout ce qui est en haut par définition est plus difficilement accessible à une main, donc voilà, on gagne certaines fonctionnalités, mais en ergonomie je suis pas sûr qu'on soit totalement gagnant quand même. Alors la partie photo vidéo, je vous ai fait une vidéo dédiée, vraiment j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, hein. Vraiment on gagne un gros capteur 48 mégapixels, il y a des nouveautés sur tous les capteurs de jour comme de nuit. Alors il n'y a pas de vidéo 8K, mais il y a ce mode action là qu'on a testé avec Sylvia en jet ski, on vous a fait une autre vidéo encore, donc vraiment allez les voir, je vous les remets ici en fiche, c'est vraiment très complet, très sympa. Il faut vraiment pas oublier dans ce test, puisque je vais pas le redétailler ici, mais que on a quand même des bons progrès sur cette génération, et c'est vraiment toujours bon à prendre, surtout pour ceux qui l'utilisent quasiment quotidiennement, comme nous par exemple. Alors à l'intérieur on a cette nouvelle puce A16, mais qui évolue pas tant que ça, on a toujours 6 cœurs GPU, 5 cœurs GPU, 6 Go de RAM, des fréquences autour de 3 GHz, même si on gagne un tout petit peu en fréquence. En fait le gain, regardez sous Geekbench, il est de 10% sur la partie CPU ou GPU, donc c'est pas mal, mais c'est pas incroyable non plus, on n'est plus à des plus 100% comme certaines années. Moi il y a deux choses qui vraiment sont importantes pour moi, c'est que ça chauffe pas trop, et là honnêtement j'ai pas trouvé, au contraire. Bon après on n'a pas eu les grosses canicules ces derniers jours, mais globalement je trouvais que le téléphone maîtrisait un petit peu mieux la chauffe. En tout cas on le verra l'année prochaine quand il fera vraiment chaud l'été. Et puis le deuxième point c'est l'autonomie. Est-ce que ça a baissé? La réponse est non. Moi j'arrive à peu près à 30% de batterie en fin de journée, donc c'est à peu près comme avant là dans mes grosses sessions de tournage. Sinon je suis à 50% à 18h en moyenne. Sur le Pro là vous finissez quand même la batterie sur la fin de journée, surtout si vous l'utilisez pas mal. Donc vraiment si vous voulez la grosse batterie, prenez celui-là. Malgré la puce et tout, c'est quand même celui qui tient le mieux. Un dernier mot, effectivement aujourd'hui d'avoir des puces qui progressent plus tant que ça d'année en année, c'est pas tellement un souci, puisque les appareils deviennent du coup un petit peu moins obsolètes rapidement. Donc là si vous avez un 12 ou un 11 en termes de performance,
vous vous dites j'ai pas tellement de différence avec le 14 Pro Max. Alors pendant la keynote, Apple a beaucoup insisté sur le fait que les produits Apple peuvent vous aider à mieux vivre, à vous sauver la vie aussi. C'est le cas de l'iPhone 14 Pro qui peut détecter donc les accidents de voiture. Et moi je trouve que ça c'est un peu sous-coté, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Ils ont mis un accéléromètre, un gyroscope spécifique. En plus ça marche. Il y en a aux États-Unis là qui ont craché des bagnoles. Bon, ils avaient un sacré budget pour faire ça, mais ça fonctionne effectivement. L'iPhone va appeler les secours. Et je dirais que même si ça vous arrive qu'une seule fois dans votre vie ou peut-être jamais, c'est toujours bon de se dire voilà, j'ai quand même un produit qui potentiellement peut me sauver la vie pour pas grand-chose. On parle de passer un appel. Donc voilà, c'est des petites choses un peu sous-jacentes qui passent un peu sous le radar, mais qui je trouve sont quand même assez importantes en tout cas si jamais par malheur vous les utilisez. Alors je sais pas si vous êtes déjà allé aux États-Unis, mais aux États-Unis quand vous sortez des grands axes, quand vous allez un petit peu dans les parcs naturels, le Grand Canyon et tout, souvent vous captez rien du tout. Et c'est pour ça que l'arrivée d'une connexion satellite avec l'iPhone, c'est un peu la révolution là-bas. Alors chez nous, je pense que ça a du sens, voilà, si vous êtes en haute montagne, si vous êtes un petit peu paumé, mais on a moins d'endroits quand même qui sont des vraies zones blanches. Et le fait de pouvoir appeler les secours juste avec son téléphone, de se dire tiens, je suis au fin fond d'une crevasse, je capte rien, et là je vais pouvoir appeler les secours. Le fait de l'avoir, c'est presque plus important que les rares fois où, j'espère jamais, où vous allez les utiliser. Donc c'est encore un peu balbutiant, c'est encore voilà, avec des textos, faut répondre à des questionnaires et tout, ça capte encore pas bien, il n'y a pas beaucoup de satellites, mais moi je dis d'ici quelques années, peut-être que ce ne sera pas utilisé uniquement pour les urgences, et peut-être que ces iPhones seront tout simplement des téléphones 100% satellites. Alors justement, le fait de connecter l'iPhone au satellite, ça a obligé Apple à changer de modem, à prendre un modem un petit peu plus performant. Et là, bon, moi j'ai fait des tests sur la 5G de Free et je gagnais 20-30 mégabits, aussi bien dehors que dedans, donc c'est quand même pas mal juste avec mes petits tests qu'on va dire pas trop de valeur, parce qu'il faudrait les faire exactement au même moment, sur la même porteuse, avec les mêmes cartes SIM et tout, c'est quasiment impossible. Mais par contre, là ils ont fait des tests aux États-Unis sur des moyennes, et apparemment les nouveaux iPhones donc ont un modem beaucoup plus performant, y compris sur le 14, donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Donc voilà, si ça peut vous faire hésiter entre le 13 et le 14, ça reste quand même un argument. Alors une autre amélioration en matière de connectivité, ça c'est réservé aux pros par contre, c'est la double fréquence du GPS, donc qui va tester sur 2 fréquences, qui va capter plus de satellites à la fois. En gros, c'est aussi disponible sur l'Apple Watch Ultra, pas sur l'Apple Watch 8, et non seulement ça permet de se positionner plus rapidement, mais surtout c'est un peu plus précis après quand vous êtes dans les centres urbains où il y a plein d'immeubles et tout, à Paris, à Lyon, donc ça peut être assez utile. Donc moi, bon, j'ai pas encore vu la différence ici parce qu'on capte quand même pas mal là, dans tout ce que j'ai fait, mais on va voir sur les traces GPS si on va faire un petit trek avec l'Apple Watch Ultra. Je vous redirai, je vous referai peut-être un petit bout de vidéo là-dessus, mais en tout cas si ça peut vous faire hésiter entre le 13 et le 14 Pro, et ça fait un argument de plus, l'air de rien. Alors toujours en matière de connectivité, vous voyez que la liste s'allonge quand même, on passe au Bluetooth 5.3. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très optimisé pour l'audio. D'ailleurs Apple va l'utiliser pour ses nouveaux AirPods Pro, donc on va tester tout ça. On a aussi un nouveau codec qui remplace le SBC, ça c'est vraiment un atout majeur, le SBC c'était quand même pas terrible. On a aussi un nouveau standard pour connecter plusieurs, par exemple paires d'AirPods à votre iPhone, même si Apple utilisait une technologie propriétaire, mais maintenant ça va être standardisé. Et puis surtout ce Bluetooth est plus économe, donc vraiment on va être vraiment gagnant sur le papier, c'est toujours difficile de vous dire comme ça, oui on a gagné énormément, mais en tout cas ça fait plaisir de voir que le Bluetooth évolue enfin un petit peu avec Apple. Alors il y a quand même des petits bémols en connectivité, déjà il n'y a pas le Wi-Fi 6E, ça fait un petit moment que Samsung là, et puis regardez, je vous ai fait des tests là cet été avec des bornes Netgear, ça allait quand même beaucoup plus vite que le Wi-Fi 6, d'autant que là-dessus on est toujours en Lightning, on est toujours en USB 2 pour le transfert de données, donc il serait bien au moins que le Wi-Fi progresse en termes de vitesse. Pour la charge rapide, on charge toujours 50% en 30 minutes, ça n'a pas bougé, j'ai vu des tests qui disaient que c'était plus lent, non c'est pas plus lent, j'ai testé, ça fait toujours pareil qu'avant. Par contre, moi j'ai testé des téléphones beaucoup plus rapides cette année, vous vous rappelez, en 5 minutes on mettait 50% là sur certains modèles de Realme, on le rechargeait entièrement en un quart d'heure, même si ça abîme peut-être un petit peu plus la batterie, de pouvoir le faire ponctuellement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, moi j'aimerais bien qu'Apple progresse aussi sur notre quotidien. Le quotidien c'est de l'USB-C, notre quotidien c'est aussi de la charge rapide, et là cette année il n'y a pas tellement d'évolution. Bon, on termine avec le prix, les capacités, clairement 128 Go pour 1329€, c'est juste abusé. 1479€ pour la version max, ils auraient pu quand même augmenter les capacités, pas seulement augmenter les prix, puisque les prix ont augmenté, mais ils ont surtout augmenté en Europe, malgré le taux de change, malgré aussi le prix hors taxe. On a fait les calculs, on est à peu près à 10% de taxe Apple, ça c'est vraiment abusé de se rincer autant sur l'Europe. Pour autant, je vous le dis à chaque fois, l'iPhone c'est le produit le plus rentable que vous avez en termes d'utilisation. Donc voilà, prenez le paiement en 3 ou 4 fois sans frais d'Apple, prenez éventuellement avec votre opérateur mobile, étalez les paiements sur 2 ans si vous voulez. Si vous n'avez pas le budget, prenez un iPhone un petit peu moins récent, il sera tout aussi performant, il fera aussi des bonnes photos, donc il ne faut pas s'en faire. En plus ça se revend aussi très très bien, donc dès que vous aurez le budget, vous achèterez le dernier modèle. Mais c'est vrai que les prix, c'est un peu l'explosion, 2000€ là sur le modèle 1 Tera, j'avoue que ça fait un petit peu mal.
Bon, après une semaine d'utilisation, les amis, il est temps de conclure. Est-ce que j'ai aimé ces nouveaux iPhone 14 Pro? Moi, j'utilise même beaucoup le Pro Max. Et bah oui, clairement, tout ce qui est amélioration de la connectivité, aussi de la caméra, toute la partie photo, vidéo, des capteurs, de l'écran aussi, c'est vraiment taillé pour moi. Donc voilà, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, évidemment, on n'utilise pas toujours les iPhones de cette façon. Et c'est vrai qu'on n'a plus la grosse révolution chaque année, hein, comme on avait au début des premiers téléphones. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Apple fait un vrai travail de fond. On le voit cette année sur la connectivité, la photo, la qualité de l'écran, les micros, le système. En fait, l'iPhone, il n'est pas forcément le meilleur ponctuellement, mais globalement, il est bon à peu près partout. Et c'est pour ça qu'on achète un iPhone. C'est un appareil qui est relativement homogène. Alors, ce qui manque un peu, moi je trouve, c'est la hype qu'on avait autour d'Apple, la prise de risque. Voilà, c'est plus le premier à faire la 8K, c'est plus le premier à avoir un super téléobjectif périscopique, à avoir un écran pliable. Mais c'est pas forcément ça qu'on cherche sur un iPhone aujourd'hui. On cherche plutôt un produit fiable, mature. Et c'est pour ça que chaque année, maintenant, on aura toujours comme ça des petites évolutions tranquilles, mais Apple prend le temps de bien maîtriser les technologies. Et voilà les amis pour ce test de l'iPhone 14 Pro. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous changeriez cette année. J'ai essayé d'être à peu près balancé, de poser le pour et le contre, d'être le plus honnête possible, et l'honnêteté ça se paye, donc n'hésitez pas à prendre un abonnement VIP pour soutenir, pour évidemment qu'on puisse acheter tout ce matériel de manière indépendante. C'est vraiment très très important pour nous. Bien sûr, les petits likes, on s'abonne à la chaîne, on va voir aussi les autres vidéos qu'on vous a fait autour des nouveautés d'Apple, il y en aura aussi ces prochaines semaines, ne vous en faites pas. Donc prenez un abonnement VIP, abonnez-vous, mettez des likes et nous on se retrouve très bientôt.